Hop. Trois, deux, un. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du Bisport en direct sur notre page Facebook Le Bisport et également en direct sur la page MNG Radio. Émission spéciale ce soir avec la présence de Yacine El Yatioui. Salut Yacine. Salut les amis, salut à tous. Alors pour ceux qui nous suivent, c'est l'homme qui nous fait les Yassanalyses chaque lundi en direct et oui... Il a un visage, il est là, on l'a en chair et en os, et on est très content de te recevoir ce soir Yacine. Merci les amis pour l'invitation, et puis toujours un plaisir de venir au Bisport, c'est la deuxième fois. Exactement, parce que tu étais venu lors de la CAN cet été avec moi et Ismaël, on avait fait une émission spéciale, ouais. C'était lors d'un Ghana-Cameroun. Absolument, c'est ça, oui. Un Ghana-Cameroun qu'on avait commenté en fil rouge. C'est ça. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tapez Yassanalyse et puis sur YouTube et vous allez voir la vidéo du passage de Yacine. Tu es gérant de deux grosses pages sur Facebook, Manchester United France et Free Kick 100% foot anglais. Absolument, voilà. C'est ça. Deux pages qui, voilà, une qui traite vraiment entièrement de l'actualité de Manchester United en français. Là, depuis maintenant quelques années, on est même le premier média francophone en termes de nombre sur Manchester United avec plus de 120K. C'est une très bonne chose. Et puis un autre média, Free Kick Premier League, vraiment entièrement dédié sur toute l'actualité du football anglais, essentiellement en Premier League, mais on parle également de la Championship, et puis également des championnats de jeunes, de réserve ou de la Milk Cup. Donc voilà, pour tous les amateurs de foot anglais, suivez-nous. Exactement, je vous conseille d'aller suivre ces deux pages si vous voulez être vraiment... au top au niveau de l'actualité du foot anglais. Du coup, tu es notre consultant depuis 2 ans et demi maintenant. Comment ça a passé là? Ouais, tu en as fait des Yassanalyses avec nous. on en a fait pas mal et on est très content vraiment ce soir de t'avoir avec nous. Première fois avec Mohamed en plus. Ce que j'allais dire. Voilà. Exactement. Première serrage de main célèbre. Exactement. Aussi célèbre que celle de... J'en ai serré des mains dans ma vie. Ouais. On est serré, sauf la mienne. Tu m'as jamais serré la main. Si, je t'ai déjà serré. Non, tu m'as jamais serré la main en direct. Voilà. Un début à tôt. Exactement. Ça fait plaisir. Juste, il faut que tu sois moins dédaigneux envers les Comores et puis. Mais je le suis beaucoup moins. Depuis un certain temps, je le suis beaucoup moins. Depuis qu'on a battu la Guinée. D'ailleurs, je salue Ibrahim. Voilà. Je savais que ça allait te faire rire, ça. J'en étais sûr. Est-ce que c'est le fan numéro 1 de Naby Keita? C'est lui. C'est lui qui te cale à chaque fois, Naby Keita. Naby Keita, a-t-il mangé? Voilà, exactement. C'est ça. Dès que tu as une question sur Naby Keita, c'est Ibrahim Kamara. D'ailleurs, on le salue et vous le retrouverez très prochainement dans une prochaine édition du Bisport. Donc, comme vous pouvez vous en douter, comme vous l'avez vu sur le titre, émission 100% foot anglais. Ce soir, on va revenir un peu sur toute l'actualité de la Première Ligue à travers le Mercato qui se finit ce soir, Yacine. Oui. Il a quelques infos d'ailleurs à nous donner. On va aussi faire un bilan mi-saison avec notamment Liverpool qui cartonne tout, des focus aussi sur Sheffield United, sur Wolverhampton, et puis on va également s'intéresser au club anglais en Champions League parce que ça commence dans quelques semaines et on va se demander est-ce qu'ils vont dominer l'Europe comme ils l'ont fait la saison dernière. Et puis pour terminer l'émission, on parlera un peu de Ligue 1, un peu de foot européen et un peu de tennis parce que ce week-end c'est les finales de l'Open d'Australie, Momo. Donc on aura un mot également sur cette compétition. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, sur Twitter, Insta et YouTube en tapant LBSFM, sans oublier cette page Facebook Le Bisport. Et on va démarrer l'émission, les gars, avec le Mercato. Mercato qui se finit ce soir, les gars. Donc le téléphone portable des agents, ça doit sonner là. Ça va vite. Et du coup, Yacine, est-ce que tu as des dernières informations concernant le Mercato en Première Ligue et puis on en parle autour de la table? Oui, concernant déjà Manchester United, United est vraiment en recherche d'un attaquant. Ils se sont renseignés sur plusieurs pistes. Il y a quelques jours de cela, on va dire les 3-4 jours, United s'est renseigné sur Slimani. Et en fin de compte, on vite trouvé une autre solution parce que les demandes au niveau salarial étaient un peu trop importantes par rapport au standing du joueur. Donc Manchester United là planche sur un plan B et le plan B c'est Joshua King. Oui. Joshua King formé au club, donc pur produit de la formation mancunienne qui désormais évolue à Bournemouth, que Joshua King en plus connaît personnellement Solskjaer.
Parce que quand Ole Gunnar Solskjaer était en train de passer ses diplômes d'entraîneur, il était donc coach de la réserve de United. Sir Alex Ferguson était encore l'entraîneur de l'équipe 1, c'était en 2011, et Joshua King évoluait donc dans cette équipe-là. Et il y a aussi une certaine affinité entre les deux, puisque Joshua King évolue pour la sélection norvégienne. Donc tous ces aspects montrent que l'intérêt est vraiment concret et sincère de la part de United. Il y a eu une première offre qui a été refusée, c'était un prêt de 6 mois avec une éventuelle option d'achat à l'issue de ces 6 mois, donc en juin. Bournemouth a refusé. Et là, Manchester est en train de réfléchir pour faire une deuxième offre dans la soirée. Très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est l'information la plus chaude. Joshua King, Momo à United, est-ce que ça va être un renfort intéressant en vue de la deuxième partie de saison du club? Bon, vu ton sourire, pas trop. Avec tout le respect que j'ai pour Manchester United, je pense qu'ils peuvent prétendre mieux que Joshua King. C'est mon avis. Après, franchement, rapatrier un joueur que l'on a formé, à combien vous seriez prêt à débourser concrètement pour le racheter à Bournemouth? On parle d'une offre entre 20 et 30 millions d'euros. C'est pas donné. Ça fait mal. C'est pas donné. Ça fait mal. Surtout qu'il y a eu déjà cette clause de rachat avec par exemple Pogba. Hein. Oui. Il est formé au club et exactement. 5 millions. Hein. Exactement. Non, après, c'est un joueur qui a fait ses armes, qui a réalisé il y a la saison dernière et il y a 2 saisons surtout une très très belle saison avec Bournemouth. Bon, cette année, il stagne un petit peu plus, mais il a son impact. Il a un impact quand même dans cet effectif, mais moindre qu'il y a 1 ou 2 saisons en arrière. Bien sûr. Donc bon, ce sera un joueur de rotation. Pour Manchester United, je pense que ce sera un joueur de rotation uniquement. Il ne faut pas en attendre monts et merveilles. S'il fait un exploit, une grosse performance, ce sera du pain béni pour United. En fait, la venue de Joshua King, c'est par rapport à la blessure longue durée de Marcus Rashford. Oui, c'est vrai qu'il est blessé jusqu'en avril. Au moins jusqu'à fin mars, voire même début avril. Donc c'est compliqué. Et vu que là, pour l'instant, Manchester a uniquement comme attaquant pur et dur de formation Martial et Greenwood, ça fait peu. Pour jouer la Première Ligue, pour jouer la Cup, pour jouer l'Europa League qui va arriver, une double confrontation contre Bruges en 16e de finale, qui est réellement maintenant un objectif pour United cette saison, l'obtention d'une qualification en Ligue des Champions via cette victoire en Europa League. Donc il faut quand même un joueur de rotation et comme l'a dit Mohamed, il s'inscrira pour jouer par exemple les matchs de Première Ligue 3 jours après les matchs d'Europa League, etc. C'est pas plus que ça. Alors on va parler d'un autre renfort, Yacine, qui a rejoint les rangs de United cette semaine, c'est Fernandes, enfin, parce que ça fait 1 mois qu'on en parle, même un moment dans un Yacine Analyst, il croyait plus trop. Ah oui, non, les négociations étaient rompues. Oui, voilà. Et puis finalement, ils ont trouvé un accord, alors c'est quoi, 55 millions 55 plus 25 en option. Exactement. Ton avis sur ce transfert-là, qu'est-ce qu'il pourra apporter selon toi au club, au milieu de terrain? On va dire que c'est un transfert qui montre que l'effectif est en continuité là, de restructuration. L'été dernier, United a déboursé énormément sur le plan défensif avec l'arrivée de Wan-Bissaka. En plus, c'était la veille de mon arrivée au Bisport, l'émission de mois de juin. Exactement. Et tu en avais parlé ensuite en Absolument. direct. Donc Wan-Bissaka qui a coûté quand même très cher, 57 millions d'euros. Il y a eu aussi l'arrivée d'Harry Maguire. Donc sur le plan défensif, il y a une certaine maintenant stabilité avec l'ajout de ces 2 joueurs. Et désormais, Manchester commence à penser au milieu de terrain. Pourquoi au milieu de terrain? Parce que Paul Pogba, il ne faut pas se mentir, c'est sa dernière saison. Il partira cet été, sûr et certain. Et pour l'instant, c'est bien parti pour le Real Madrid, même s'il y a des problèmes entre Raiola et Pérez. Pour l'instant, le Real Madrid est en pole position. Donc quand on voit le départ de Pogba, quand on voit également l'âge très avancé de Mata, qui commence à avoir un âge très avancé, et là, même en fin de contrat à l'issue de cette saison, très peu probable qu'il soit prolongé à l'issue de cette saison. Donc quand on voit que ces 2 joueurs qui sont à vocation de création, de créativité au milieu de terrain, et c'est les mêmes 2 seuls joueurs dans cette vocation-là, parce que Jesse Lingard pour l'instant passe complètement à la trappe de sa saison. Ça fait 1 an et demi, il avance plus, Jesse. Ah, c'est un désert. C'est un désert complet. Et... Ça, quand tu veux lancer le moonwalk à l'Emirate, tu l'as toujours pas digéré. Ah, celle-là, je l'ai pas digéré. Ça, très bon moonwalk. Chimie, je sais pas quoi. Donc c'est voilà, Bruno Fernandes va vraiment là s'installer comme étant le futur leader technique de Manchester United.
vu le contrat, parce que les amis, c'est la première fois qu'un joueur de United de son histoire signe un contrat de 5 ans avec une année optionnelle. Ah oui. Manchester a toujours été dans une tradition de faire un contrat de 4 plus 1. Là, c'est 5 plus 1. Donc ça montre vraiment que United souhaite l'installer comme étant le leader technique et même l'un des joueurs pour le projet futur moyen et long terme de United. Donc voilà, c'est ça la raison de sa venue et je pense que vraiment c'est un bon ajout. Bon, le prix, c'est la réalité du marché, hein, les amis. Hein. C'est vrai que 55 plus 25, c'est énorme. Et le problème, c'est que désormais, ces joueurs comme ça, et surtout en plus les joueurs qui viennent du Portugal, on sait que les Portugais savent très très bien vendre, donc il faut poser le billet. Et les 25, après, il y a aussi certaines options, hein, les amis. Hein. Il n'y a pas les 25 qui vont être prélevés. Hein. Par exemple, il y a déjà 5 millions. Déjà, il y a 5 millions dans les 25, c'est pour être dans les top 3 ballons d'or. Ouais. Il y a encore le temps. Ouais. Il y a encore le temps pour ça. Mais voilà, c'est dans l'idée vraiment d'avoir un joueur créatif et United est en manque par rapport à ça cette saison avec la blessure longue durée de Pogba, la déception Pereira, Mata qui ne peut pas assumer avec son âge avancé, McTominay qui joue dans un rôle un petit peu plus reculé, mais qui également apporte aussi cette capacité à dépasser et à creuser les lignes. Donc voilà, c'est intéressant, mais j'espère que Solskjaer ne va pas faire la même erreur que Mourinho, va l'incorporer dans l'effectif petit à petit, ne va pas lui donner beaucoup de responsabilités, comme Mourinho par exemple l'avait fait avec Alexis Sanchez, les amis. Rappelez-vous, déjà dans le Bisport, hein, j'étais déjà là, et j'étais très très enthousiaste par rapport à l'arrivée d'Alexis Sanchez. Et malheureusement, Mourinho a eu une très trop mauvaise gestion de sa personne et sur la gestion sportive. Déjà, le numéro 7, pour moi, ça a été un échec. Il ne fallait pas qu'il prenne ce numéro 7. Et en plus de cela, le fait de ne pas le faire jouer à des postes, on va dire, très habituels par rapport à Arsenal. Donc j'espère que United va apprendre de ses erreurs et incorporer Bruno Fernandes par parcimonie. Momo sur Bruno Fernandes. Est-ce que tu connais un peu le joueur Oh, je l'ai déjà vu évoluer quelque peu avec le Sporting et surtout avec la sélection portugaise. Ouais. Je pense que ce sera un atout prépondérant à cet effectif de Manchester, comme l'a dit Yacine, dans ce cadre de renouvellement, on va dire, de restructuration d'effectifs. C'est un joueur qui s'inscrit pleinement dans la lignée de ce que recherche United. Maintenant, Yacine en a fait allusion. Le point principal, ça va vraiment être l'adaptation que va avoir Bruno Fernandes aux exigences du foot anglais. Parce que le foot anglais, ce n'est pas le foot portugais. L'intensité est tout autre. Il y a des attentes qui sont autres également pour un club du standing tel que Manchester United. Ça, c'est un point qu'on occulte très souvent, mais la pression, il ne faut pas venir à la gérer. Surtout lorsqu'il y a des attentes qui sont sur tes épaules, qui sont présentes, tous les regards, notamment Yacine le premier, sera très très attentif sur chacune des prestations de Bruno Fernandes. Donc ça, c'est pas tous ces points-là qu'il va falloir prendre en considération le concernant. Lui laisser un certain temps d'adaptation, lui laisser les 6 premiers mois, je pense, pour s'aguerrir aux us et coutumes du foot anglais et commencer à juger ses prestations au sortir de la nouvelle saison 2020-2021. Ouais. En tout cas, il portera le numéro 18, Fernandes. Et donc, tu penses qu'il jouera lors de la prochaine rencontre de United Vraisemblablement, selon les infos que j'ai pu avoir, Wolverhampton demain, il est éligible. Parce qu'il fallait que le transfert se fasse avant ce soir. Donc, il est éligible. Il sera peut-être dans le groupe. Est-ce qu'il va rentrer selon le scénario du match? Mais je pense qu'il sera dans le groupe et il sera remplaçant demain pour la réception de Wolverhampton. Et un sacré match. Ouais, sacré match, Wolverhampton en grande forme. On va en parler un peu plus tard dans l'émission de... Puis il va jouer contre... S'il rentre en jeu... voilà. C'est la famille. Il va y avoir beaucoup de coéquipiers à lui de la sélection. On va parler d'Arsenal maintenant et l'information qui a réjoui Mohamed Touré, bien évidemment. L'arrivée d'un autre Portugais, oui. C'est un début d'émission spéciale Portugal. Soares à Arsenal, le latéral de l'équipe nationale du Portugal, donc, qui a signé en prêt pour 6 mois pour les Gunners. Momo, ta réaction à chaud? C'est lui qui s'est dit ça.
T'as l'air dépassé un petit peu hein, par ce qui se passe à Arsenal. Non, mais sérieux, faut arrêter les blagues de secondes. On a suffisamment rigolé à Arsenal depuis la dernière décennie précédente. On a connu quand même des joueurs fantasmes. André Santos, Park Chou-Young, Yossi Benayoun, Per Mertesacker. Non, Mertesacker, t'es sévère. Non, Mertesacker, il a mal fini, mais... C'est un bon joueur. Il a apporté quelques services à Arsenal. Dans la catégorie des joueurs que tu as cités avant, quand même. Un peu de respect. Bon, je vais le rehausser, si tu veux. Allez, je vais le rehausser quelque peu. Et Park Chou-Young, c'est vrai que c'est quelque chose. Franchement, je pense qu'un club comme Arsenal, bon, au vu de la crise défensive qui se perpétue actuellement avec des joueurs comme Mustafi qui est blessé pour je ne sais pas combien de temps, il peut rester à l'infirmerie avec grand plaisir. Il ne me manquera absolument pas. Des David Luiz qui n'a pas le ciboulot complètement en place. Après, tu as des joueurs qui sont blessés comme Kieran Tierney, le joueur qu'on a recruté l'été dernier, Celtic Glasgow, qui a un très très gros potentiel, mais qui pour l'instant ne l'a pas mis à profit parce que il était en concurrence avec Kolasinac, on ne sait pas pourquoi, on l'a acheté à un très très gros montant, mais finalement pour le laisser sur le banc au début, on n'a pas compris pourquoi. Kolasinac qui se blesse tous les 6 matchs. Bref, la défense. Il y a un léger en bon point en plus. Il mange bien la maison. Il mange bien, il se bagarre bien aussi. Ça, je dois lui reconnaître. Ça, je ne veux pas me placer avec lui, ça pourrait être lourd. Je dis la vérité. Rappelons pour nos auditeurs, par rapport à l'agression qu'il avait subie avec Mesut Özil. Il avait deux hommes armés, il les a fait courir. Alors que les hommes étaient armés, comme tu l'as dit, Momo. Incroyable. Bref, pour colmater donc toutes ces failles défensives, tu me ramènes donc consécutivement Cédric Soares et Pablo Mari. Il joue quel poste, Pablo Mari? Pablo Mari, défenseur central. Ouais. On va aller très loin. Déjà qu'on encaisse la marée depuis le début de la saison, ça va colmater les brèches. T'as pas confiance en Pablo Mari? Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Ça, c'est le genre de recrutement, tu sais pas qui recruter, t'attends l'été, tu sais pas trop recruter, mais parce que t'as la pression des supporters derrière qui sont là, qui veulent du changement, notamment défensivement parlant. Voilà, tu tentes ce coup-là, ça peut être un coup à la Koscielny. Koscielny, on l'avait acheté à Lorient, 8-9 millions. C'est ça. Voilà, au final, on a vu que c'est devenu un défenseur fiable et très très solide de première ligue. Je le lui souhaite. À 26 ans, il est arrivé au même âge à peu près que Koscielny. En pleine force de l'âge. On ne sait-on jamais, on peut y croire. Mais honnêtement, moi, ça m'inspire absolument pas confiance ce genre de recrutement. C'est des recrutements à l'emporte-pièce auxquels le board d'Arsenal nous a trop souvent habitués ces dernières saisons. Et il est temps de sa chance. Après, là, c'est Edu qui est aux manettes. C'est une recrue du manager technique d'Arsenal, Edu. Donc là, ce sera lui qui sera en première ligne si jamais les prestations de Pablo Mari viennent à faire jaser par la suite. Ouais. Yacine, ton ressenti sur ce transfert, est-ce que tu es aussi pessimiste que Momo Pablo Mari, c'est un gros point d'interrogation. Ouais. Je suis d'accord avec Mohamed sur ce point, c'est un gros point d'interrogation sur déjà sa capacité à s'adapter à la première ligue. On va parler de Bruno Fernandes. Qui a un certain statut quand même, capitaine du Sporting, qui joue en sélection portugaise, donc il est habitué quand même à un certain niveau international. Mais Pablo Mari, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Donc ça peut marcher, comme ça peut être, il peut rentrer après peut-être dans la lignée des transferts flop d'Arsenal. Et parce que là, défensivement, excuse-moi de te couper, bien sûr. Défensivement, ça peut pas être pire là. Clairement, comme tu l'as très bien dit, David Luiz, je ne sais pas pourquoi il est venu. David Luiz, par exemple, c'était un panic boy. Oui. J'ai eu les infos par le biais, je salue Romain Molina, qui nous suit au Bisport. David Luiz est un panic boy. Il restait 2 jours, 2-3 jours de recrutement. C'est ça. Et Chelsea voulait s'en débarrasser de David Luiz, parce que c'est un gros salaire. Arsenal est tombé dans le panneau entre guillemets parce que il n'avait que ça et rien d'autre sur le marché. Mais non, c'est très inquiétant Arsenal sur le plan défensif parce que ils leur font un leader sur cet aspect-là. Ils leur font un patron qu'ils n'ont plus depuis de nombreuses années. Même Koscielny, c'était
un joueur important de l'effectif d'Arsenal, mais... Il y a eu Kolo Touré un petit peu. Ouais, Kolo Touré. Il y a eu Kolo Touré un petit peu, voilà. On va oublier Sol Campbell, Kolo Touré. C'est vraiment les deux derniers gros défenseurs qu'Arsenal ait eu depuis. Et il y en a eu des défenseurs. Il y en a eu beaucoup de défenseurs. Arsenal, il ne faut pas dire qu'il ne recrute pas derrière. C'est même l'un des clubs qui recrute le plus sur le plan défensif. Si on regarde les dernières fenêtres mercato, que ce soit les latéraux, comme les défenseurs centraux, comme les gardiens également. Sandero, mais Skilacci, et on remonte même à Pascal Sigan. Pascal Sigan, c'est à l'époque des Invincibles également. Mais bon, des recrues fantasques comme ça, on a eu... William Gallas. On est allé sortir de sa pré-retraite pour le conforter dans sa retraite à Arsenal, tu vois, c'est incroyable. Il n'était pas si vieux que ça quand il est venu à Arsenal. Il avait la trentaine passée. Début de trentaine. Il avait la trentaine passée déjà. Ah oui, il avait fait déjà un bon parcours à Chelsea avant de venir à Arsenal. Donc très inquiétant, Cédric Soares, je lui donne un peu plus de crédit. Il a quand même un de l'Euro avec le Portugal. Absolument, absolument, qui était dans le groupe en 2016. C'est un latéral droit qui fait ses matchs de Première Ligue, qui est dans la catégorie des joueurs fiables de Première Ligue sans être transcendant. Donc pour les 6 derniers mois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ensuite, après acheter peut-être un latéral droit, cette fois-ci de qualité, et que Cédric Soares, dans une optique de qualification en Ligue des Champions pour Arsenal l'année prochaine, que Cédric Soares devienne un joueur de rotation. Et là, ça devient après un recrutement logique. Mais faut voir. Et là, cette seconde partie d'Arsenal, les amis, on parle beaucoup de Manchester, on parle beaucoup de Tottenham, mais Arsenal va falloir bien observer leur deuxième partie de saison, parce qu'elle va dessiner beaucoup de choses pour l'avenir. Sur le plan du recrutement, sur le plan également de la puissance financière du club. Ça peut être la 3e saison sans Ligue des Champions pour Arsenal. Ça va tout droit, ça, honnêtement. 10 points de la 4e place. Ah, mais par le championnat, se qualifier par le biais du championnat, il faut oublier. Ça, faut oublier. Et il reste l'Europa League, quoi. L'Europa League. Autant l'année dernière, j'étais confiant. Autant un peu trop, d'ailleurs. Ils avaient des raisons d'être optimistes la saison dernière, mais autant cette année, j'y crois absolument pas. Pas du tout, absolument pas. La Ligue Europa, je nous donne 0 chance de rallier la finale et de l'emporter. Cette année, Arsenal, c'est très bancal quand même. C'est très bancal, défensivement, comme vous l'avez dit. Même au milieu de terrain, voilà. Non, il a trouvé sa formule, Arteta. La formule, il a compris, c'est Chaka Torreira. Faut arrêter avec Guendouzi, faut arrêter. Faut un stabilisateur qui est Chaka et un chien fou, un chien de garde que tu portais pas dans ton cœur. Non, il faut le mettre dans les conditions. Je le portais pas dans mon cœur. Mais quand il fait 2 ans, 3 ans, tu lui craches dessus. Je lui crache dessus parce que c'était raison. Mais attends, c'est le joueur qui, depuis qu'il est arrivé, a provoqué le plus de pénalty et a obtenu le plus de cartons rouges. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques ça? Contrôle ton tempérament. Tu sais que t'es un joueur sanguin. Contrôle-toi un petit peu. À juste titre, tu vas pas me reprocher ça. Et surtout, vous l'investissement, 40 millions. Hein. 45 millions. Il jouait où? 45 millions. Le Borussia Mönchengladbach. 45 millions, les amis. Et donc, du coup, là, le milieu de terrain, on est parti pour un Torreira. D'ailleurs, pourquoi Torreira, il était sur le côté en début de saison alors qu'il a fait une grosse saison dernière? C'était l'une des satisfactions Première Ligue. Ah oui, très bon recrutement, là. On parlait du recrutement d'Arsenal. Là, c'était une bonne pioche. Bien sûr. De la Samp. J'avais fait un billet sur les grandes satisfactions de la Première Ligue, un billet écrit, et j'ai mis Torreira. L'année dernière, très intéressant. Très grosse saison. Et là, étrangement, en début de saison, non, on se réveille, Guendouzi, ou sinon, non, Torreira, tu sais quoi, tu vas pas jouer en poste milieu récupérateur, non, tu vas jouer numéro 10. Guendouzi, par exemple, il y a eu une mauvaise gestion par rapport à Guendouzi. On l'a trop cramé, quoi. Voilà, ça. On l'a trop cramé. Il jouait. Surexposition. Exactement. Il a fait des matchs intéressants quand il a commencé en Première Ligue, mais on commence à parler. Il a du potentiel. Il a du potentiel, ça c'est indéniable. Mais de là à en faire tout un flot. On en parlait en équipe de France à un moment. Oui, clairement. Il était appelé, il faisait des remplacements, il en a fait 2 je crois, où il a intégré le groupe. Je trouve que c'était un peu trop. Pour son statut, pour sa forme, c'était un peu trop. Et là, peut-être en devenant un joueur cette fois-ci de rotation, peut-être qu'il va se montrer au fur et à mesure des matchs, sans cette pression. Ça dépend également du système, du dispositif, du tactique mise en place, que lui il est beaucoup plus à l'aise dans un milieu de terrain à 3 que dans un milieu de terrain en double pivot, ça. Parce que Guendouzi, défensivement parlant, c'est pas l'assurance tout risque. Et déjà qu'ils prennent la marée derrière, si au milieu de terrain déjà tu t'assures pas le B à bas, derrière c'est la porte ouverte
toutes les corrections qu'on a prises depuis des années et des années maintenant. Ouais. Enfin bref. Ouais. En tout cas, juste pour terminer sur le point mercato, avant de passer à la deuxième rubrique, rapidement Yacine, je me tourne vers toi. Le recrutement de Bergwijn, joueur qui a signé à Tottenham en provenance du PSV Eindhoven, un choix de Mourinho. Choix de Mourinho. Ouais. Choix vraiment de Mourinho qui a fait le forcing envers Daniel Levy et envers le board directoire de Tottenham pour l'avoir. Daniel Levy était très on va dire en réserve de son arrivée, d'un potentiel transfert. Mourinho a vraiment voulu faire le forcing pour l'avoir pour cette deuxième partie de saison. C'est un joueur confirmé en Eredivisie, ça fait maintenant 3-4 saisons qu'il a un certain statut dans le championnat néerlandais. Sur ses 6 premiers mois, il a mis 10 passes décisives et 5 buts, ce qui est quand même intéressant. C'est vraiment un ailier pur et dur, les amis. Dans la tradition des ailiers qui sont formés en Eredivisie, rappelez-vous par exemple de Babel, rappelez-vous de Jefferson Farfan, rappelez-vous également de Bisley, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, l'américain. Absolument, voilà, vraiment c'est la tradition du PSV, de ces ailiers purs de débordement qui voilà, tout simplement sniffent la ligne et arrivent jusqu'au poteau de corner pour apporter des centres. Très bon centreur. Joueur également, je pense qu'il va vraiment pas avoir de difficultés pour s'acclimater à la dureté de la première ligue, parce que physiquement il tient bien sur ses jambes. Donc voilà, ça va être un recrutement intéressant. Maintenant, à voir comment Mourinho va l'incorporer, parce que faut oublier qu'un joueur dans le même profil que lui, mais qui joue moins depuis l'arrivée de Mourinho, c'est un certain Lucas Moura. Oui. Exactement. Qui joue vraiment très peu. Ouais. Et donc peut-être un potentiel départ à la fin de saison, parce que comme je vous avais annoncé sur le Bisport, il va avoir au moins 5-6 départs pour 6-7 arrivées s'il y a qualification de Tottenham en Ligue des Champions. Et c'est pas fait. Mais c'est loin d'être fait. Très loin. Et c'est pas fait du tout. On va passer à la deuxième rubrique, les gars, de Yacine. Yacine avait envie d'évoquer l'état de Manchester City qui s'est qualifié malgré la défaite face à Manchester United cette semaine, qui s'est qualifié pour la finale de la Carabao Cup contre Aston Villa, qui a de son côté éliminé Leicester. Voilà, tu avais envie de parler un peu de l'état de City que tu trouves un peu fragile ces dernières semaines. C'est la continuité de mes analyses depuis maintenant le mois de novembre. Ouais. C'est un City très fragile, les amis. Très fragile. Manchester City n'a plus l'assise qu'elle n'avait par exemple l'année dernière. Déjà en termes de possession de balle, en termes d'aisance dans la possession de balle, en termes également de rendu, tout simplement, dans la copie du jeu escompté. On est loin du standing de l'année dernière. Et puis quand on voit également, les amis, qu'un club comme Manchester City, je rappelle que Guardiola est l'entraîneur en Europe qui a dépensé le plus ces 5 dernières saisons, quand on voit qu'il aligne Rodri en défense centrale, et qu'il y a Stones qui est éligible, et qui est sur le banc, pour une demi-finale et un derby contre Manchester United, ça montre qu'il y a quand même certains problèmes dans le vestiaire. Parce que pour ne pas faire confiance à un défenseur, on rappelle que Stones, à un moment, il était le défenseur le plus cher d'Europe. Et il est encore dans le top très haut des joueurs les plus chers anglais. Et il est sur le banc, alors qu'il est éligible. Quand on voit également un joueur comme Benjamin Mendy, que Guardiola lui donne une confiance aveugle depuis son arrivée à City, et que Benjamin Mendy lui rend pas, parce qu'il enchaîne soit les prestations de pâle copie, soit les blessures à répétition, et c'est des blessures musculaires. Donc les blessures musculaires montrent qu'il y a très peu de sérieux sur ses capacités de récupération, sur son hygiène de vie, etc. Il y a beaucoup d'indications qui montrent que cette saison va être très bizarre pour Manchester City. Rappelons qu'il y a le Real Madrid en 8e de finale. Ils n'ont pas chopé une adversité facile. Rappelons que le championnat c'est fini. 19 points de retard, c'est terminé. Guardiola, à la fin de saison, je ne parle pas encore d'une remise en question de son poste à City. Il va avoir une grosse réunion de crise à la fin de saison s'il y a un bilan d'une élimination en 8e ou en quart et une absence de titre ou un titre en League Cup qui n'est pas l'objectif de City, quoi. Et vu les transferts vraiment qui ont été faramineux ces dernières années, Rodri par exemple, Rodri a été recruté à 67 millions d'euros à l'Atlético Madrid.
qui était recruté pour être vraiment le milieu récupérateur, on va dire le successeur de Fernandinho, qui désormais joue défenseur central voilà, de substitution. Il y a beaucoup d'incohérences dans l'effectif de Manchester City et dans la gestion d'effectifs de Pep Guardiola. Ouais. Momo, t'en penses quoi du constat de Yacine et de la saison globale de Manchester City? Bah, écoute, je partage pratiquement tout ce que vient de dire Yacine par rapport à la situation Manchester City. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, les matchs sont beaucoup plus étriqués, les victoires sont beaucoup plus étriquées. On voit qu'ils arrivent à se faire certaines contre-performances face à des équipes comme Wolverhampton, ce qui n'était pas le cas l'an passé. Il y a Crystal Palace aussi, face à qui ils sont cassés les dents, chose qui n'arrivait jamais les années précédentes. Ils s'en remettent à des exploits individuels de certains de leurs joueurs. Donc après, il y a des joueurs quand même qui sortent du lot dans cette équipe. Il faut quand même reconnaître ça. Quand tu as un Kevin De Bruyne qui resplendit. Qui était capitaine cette semaine. Oui. Capitaine également. Un joueur comme Kevin De Bruyne, lorsqu'il est vraiment à son prime, il peut faire des différences à n'importe quel moment. Un joueur comme Sergio Aguero également, qui est devenu meilleur buteur étranger de l'histoire de la Première Ligue. Encore, mais lui aussi, qui est quelque peu sujet aux blessures également depuis le début de la saison. Donc, manque de continuité. T'as Leroy Sané qui est blessé depuis le mois d'août. Ça, t'as un Riyad Mahrez qui remonte, qui est sur la pente ascendante, mais qui a connu une phase post-Cannes compliquée, on va dire, un petit peu. Donc tous ces éléments, tous ces facteurs-là mis bout à bout font que aujourd'hui, défensivement parlant, Yacine a relevé les failles et les lacunes de Manchester City. C'est pas l'assurance tout risque. T'as beau être Guardiola, tu peux pas tout colmater si ton effectif ne fait pas qu'un au final. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette saison pour Manchester City risque d'être assez paradoxale si en fin de compte, ils n'ont que la League Cup à leur palmarès. Comme l'a dit Yacine, il y aura le 8e face au Real Madrid. Et moi, je le vois gros comme une maison. City va passer à la trappe des 8e de finale, ça ne va pas louper. Zidane, qu'on ne l'oublie pas, il est encore invaincu en phase de finale de Ligue des Champions. Donc, ce sera pas facile. Ouais. Ce sera absolument pas facile pour Guardiola. Mais est-ce que tout ce que vous me décrivez, c'est assez juste, mais est-ce que c'est pas dans un processus naturel d'un entraîneur qui est là maintenant, c'est sa 4e saison à Manchester City? On sait que globalement, Guardiola il fait pas plus de 3 saisons. Est-ce que c'est pas, entre guillemets, la saison de trop, la saison où tu as essoré tes joueurs? Ils sortent quand même de 2 titres de champion avec un nombre de points très élevé. Alors c'est vrai qu'il y a ces contre-performances en Ligue des Champions qui restera une tâche pour Guardiola, que ce soit contre un Liverpool qui n'est pas le Liverpool de maintenant et face à Tottenham l'année dernière. Je te rejoins à ces moments. Moi aussi je pense que face au Real, ça va être très compliqué face à une équipe expérimentée comme le Real, avec un coach expérimenté comme Zizou. Mais est-ce qu'on n'est pas tout simplement face à un entraîneur qui a tiré le maximum de son effectif et qui n'arrive peut-être pas à régénérer ses joueurs C'est fort probable, mais après, quand un club comme Manchester City qui souhaite gagner la Ligue des Champions, parce qu'en fait la venue de Guardiola, il faut être clair, la venue de Guardiola à Manchester City, c'était pour gagner la Ligue des Champions. Uniquement? Ah oui, la venue de Guardiola à Manchester City, le board de City, le Butragueno avait dit clairement que Manchester City va devenir un club référence en Europe, pas en Angleterre. Et donc, lors de ce premier discours, lors de l'arrivée de Guardiola, c'était clair. L'objectif était la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, c'est de désillusion en désillusion. J'ai oublié Monaco aussi. Monaco, les amis. Monaco avec Bakayoko, Mbappé, et Mendy et compagnie, les amis. Et Falcao qui a mis un but incroyable à l'Etihad également. C'est incroyable, les amis. J'étais heureux. Mais pourquoi? Non, mais tout ça, les amis, vraiment pour dire que c'est un échec. La venue de Guardiola pour gagner, certes, la première ligue, 2 championnats de suite, d'accord, mais il y a bon nombre d'entraîneurs qui ont fait ça. Mancini a fait ce mandat-là. Pellegrini a fait ce mandat-là également. Et avec des revenus, certes importants, mais moindres que Guardiola. Et rappelons également, les amis, que Guardiola, au niveau du recrutement, juste sur l'aspect défensif, c'est plus de 300 millions investis.
C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pour se retrouver avec Rodri, Zinchenko. C'est pas clair. Fernandinho défend en défense centrale. Ouais. Là, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'on peut-être contre le Real Madrid, la défense centrale va être Otamendi, Rodri. Et Laporte. Laporte pour l'instant est blessé. Ah, il a rechuté Laporte. Ouais. Là, il est blessé et pour l'instant, c'est probable qu'il va revenir courant février. Mais est-ce qu'il va revenir entre les deux confrontations pour le match aller et surtout, comme a dit Mohamed, en forme pour un match du rythme contre le Real niveau Ligue des Champions? J'ai des doutes. Mais pour l'instant, Rodri, Otamendi, Fernandinho, Stones sont entre guillemets les défenseurs probables que peuvent affronter le Real Madrid. Mais c'est faible. Pour revenir sur ce que tu as dit, Yacine, je suis globalement d'accord, mais je te trouve quand même un poil sévère sur le constat que tu fais de Guardiola. Alors, là où je te rejoins totalement, c'est en Ligue des Champions, en Europe, un échec. L'élimination face à Monaco, tu l'as dit, l'élimination face à Liverpool, où ils prennent quand même 3-0 à Anfield. L'élimination face à Tottenham, je suis désolé, tu dois passer contre Tottenham. Après, j'ai du mal à parler d'échec, parce que c'est vrai qu'il est venu pour l'Europe, mais ce qu'il a fait en Angleterre, c'est le back-to-back. C'est quand même. Alors, je crois que depuis United, il y a plus un club qui avait fait ça. Aucun club n'a gagné le titre 3 fois. Et c'était l'un des objectifs de Guardiola. Gagner encore ce titre cette année pour vraiment rester dans le panthéon du football anglais. Et malheureusement, c'est fichu. C'est fichu et c'est surtout fichu très tôt. Et ce qui est rare de la part de Guardiola. Parce que même au Barça, quand il y avait le mano à mano contre le Real Madrid, ça se jouait jusqu'à la fin. C'est clair. Pas torché dès le mois de février. C'est sûr. Après, donc il a fait ce back-to-back quand même dans une première ligue qui est très compétitive. Bien sûr. Et puis ce qu'il a apporté en termes footballistiques à Manchester City, il a vraiment... Et même à la première ligue. À la première ligue, globalement, il a inspiré pas mal de coachs. Il a quand même laissé sa patte. Alors certes, au niveau des objectifs européens, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Mais le niveau national, je pense qu'il ne faut pas le mettre de côté, surtout en première ligue, qui est un championnat qui est peut-être le championnat le plus compétitif d'Europe. Il ne faut pas le mettre de côté, même si effectivement Yacine, il a dépensé énormément d'argent pour y arriver. Mais voilà, la patte qu'il a mis, et puis quand même, il a fait une saison l'année dernière à plus de 90 points, il y a 2 ans, je crois que c'est. Surtout avec un Liverpool derrière. Un Liverpool derrière qui avait un rythme de fou. Alors cette année, forcément, il est distancé. Il y a des défaites, comme tu l'as dit, Momo, qui d'habitude, mais en face, tu as un Liverpool qui a gagné tous ses matchs, les gars. Qui a gagné, à part un à Old Trafford contre United. mais on devait gagner en plus. En plus, égalisation de la Lana dans les dernières secondes. On a un Liverpool en face qui gagne tous ses matchs. On n'a jamais vu ça. D'ailleurs, ça va être un thème de ma prochaine question, mais on va y revenir après. Voilà, donc Guardiola, un échec européen. Oui, échec européen. Globalement. Européen, c'était déjà encore au Bayern Munich, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il a pris la succession donc de Jupp Heynckes au Bayern, le Bayern était tenant du titre. Il prend 2 tartes contre le Real. Il prend une tarte face au Real Madrid, et contre l'Atlético, il prend une leçon. C'est pas quand Ronaldo il fait la chorégraphie de Beyoncé. C'est ça, exactement. Et il prend une leçon tactique en 2016 face à l'Atlético, notamment avec le magnifique but de Saúl Ñíguez. Il était beau ce but, il était magnifique. Bon, en tout cas, voilà, Guardiola qui sera peut-être le match clé face au Real Madrid. C'est le tournant de la saison. C'est le tournant de la saison de Manchester City. La saison de City, c'est cette double confrontation contre le Real. C'est l'unique, on va dire maintenant, point d'orgue de la saison. Et cette finale de Carabao Cup contre Aston Villa à Wembley. Qui va être aussi intéressante à voir, mais là, s'il ne gagne pas cette finale contre Aston Villa... Voilà, c'est chaud. Justement, Yacine, Aston Villa, j'avais envie d'en parler un peu avec toi aussi. C'est un club que tu suis également. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? C'est un club qui est revenu en première ligue cette saison. Historique du football anglais. Club historique du football anglais qui a gagné la Ligue des Champions en 82, faut pas l'oublier. Donc c'est vraiment un club très respecté et très apprécié en Angleterre, qui est donc l'un des 2 clubs de la ville de Birmingham. La ville de Birmingham qui est la deuxième plus grosse ville d'Angleterre. On dit souvent que c'est Manchester, c'est Liverpool après Londres. Non, la plus grosse ville d'Angleterre après Londres, c'est Birmingham, qui a donc 2 gros clubs, voire même 3, avec West Bromwich, qui s'est révélé il y a quelques saisons. Mais Aston Villa revient cette année dans l'élite, après quelques années de végétation en Championship, et se matérialise par cet enfant du club qui est Grealish,
capitaine qui est un petit peu voilà, aux antipodes du joueur anglais, qui est un peu un numéro 10 à l'ancienne, qui peut jouer aussi un peu sur le côté excentré, ses chaussettes baissées à la Totti, ses maillots près du corps, un joueur qui est plaisant à voir jouer. Et cette équipe d'Aston Villa, pour l'instant, fait une saison tout simplement plus qu'intéressante. Si au mois d'août, on demandait à un supporter d'Aston Villa sa saison actuelle en Première Ligue en février et une place de finaliste en League Cup, il aurait signé tout de suite. Donc c'est un club voilà, en continuité. Il ne faut pas oublier les amis que Aston Villa a recruté énormément cet été. Oui. 120 millions d'euros recrutés pour un promu, les amis. Promu, 120 millions d'euros pour ceux qui suivent par exemple la Ligue 1. Les gens là, on va depuis Monaco peut-être en 2013. C'est ça, ils sont remontés. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, vraiment un investissement faramineux où il y a eu voilà, des rajouts ligne par ligne. Et c'est un club pour l'instant, voilà, je pense qu'il va sécuriser sa place en Première Ligue, qui va jouer à fond. Les amis, cette finale de League Cup contre City où il va avoir à coup sûr 50 ou 60 000 supporters à Wembley et ramener un titre à la maison, hein, comme dirait l'autre salopard de VG-Dream. Pas grand fan de VG-Dream. Pas du tout. Ouais, Aston Villa, club historique, hein, comme tu l'as dit. Club historique qui a vraiment eu son apogée dans les années 80. Ouais, exactement. Qui a gagné donc la Ligue des Champions en 82, qui a joué aussi presque le titre dans les années 90 au début de la réforme Première Ligue, où Aston Villa était 3e en 93, si ma mémoire est bonne, à l'époque de Cantona, quand Manchester United était au top. Voilà, Aston Villa, c'est un club aussi qui a une grosse fanbase dans toute l'Angleterre. C'est pas uniquement à Birmingham. On peut trouver des supporters d'Aston Villa à Manchester, à Leeds, partout. Parce que voilà, c'est un club qui s'est très vraiment installé dans la culture populaire. Qui compte, hein, dans la culture populaire, et c'est un club également très reconnu pour sa formation. Oui. N'oublions pas que Milner est passé par là-bas, que Gareth Barry est passé par là-bas, deux anciens joueurs de City, maintenant Milner, joueur de Liverpool, qui avait un gros espoir à un moment du football anglais, et malheureusement est resté toute sa carrière à Aston Villa, qui a un peu donc gâché sa carrière, c'est Agbon Lahore, qui était un très très bon joueur. Ashley Young est passé par là-bas, il avait formé à Watford, mais il a passé ses jeunes années à Aston Villa. Il y a eu également Shea Given, qui a passé de nombreuses années là-bas, un gardien vraiment emblématique de la Première Ligue, c'est par Newcastle et surtout Leeds. Non, Aston Villa est un club qui compte et un club très aimé en Angleterre. Très très aimé, on leur donne en fait beaucoup de sympathie. Même les autres supporters de United, Arsenal, etc. Il n'y a pas une rivalité. La rivalité, c'est vraiment le derby de Birmingham entre Aston Villa et Birmingham. Ouais. Mais en dehors de la ville de Birmingham, on leur donne beaucoup de sympathie au club d'Aston Villa. C'est un club qu'on va retrouver en finale de Carabao Cup. C'est ça. On va enchaîner avec le bilan mi-saison et on en parlait rapidement, Liverpool. Que des victoires, un match nul. Est-ce que c'est pas le plus beau parcours de l'histoire des championnats européens? On n'a jamais vu ça, tout simplement. On n'a jusqu'à présent jamais vu ça. 24 journées, 23 victoires. C'est incroyable. C'est incroyable. 70 points pris sur 72. Avec ça, t'as tout dit. Ouais. Non, et puis cette saison, les amis, elle se matérialise. C'est même pas un but, c'est même pas un joueur. Moi, je trouve que ça se matérialise lors du dernier match contre West Ham. Je ne sais pas si vous avez vu l'action de Alexander Arnold qui a failli mettre le plus beau but contre son camp de sa carrière. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, j'ai pas vu. Il a mis un plat du pied. Il était à la ligne des 6 mètres. Il met un plat du pied. Ça va tout droit pour un contre son camp. Et ça met un poteau sortant. Ça montre vraiment la réussite de Liverpool cette saison. Même quand ça ne va pas, même quand il y a des couacs, eh ben, ils ont la réussite. Ouais. C'est par exemple il y a quelques saisons quand Carragher était même le recordman des joueurs qui a mis des buts contre son camp, ça serait rentré quoi. Liverpool voilà dans la continuité du club Poissard. Mais là ça y est, la roue a tourné et Liverpool fait une saison. Et c'est incroyable parce que quand on regarde leurs matchs, ils sont pas dans une maîtrise totale de la première à la 90e minute. Il y a des moments compliqués. Même contre Manchester United justement. On a une première mi-temps où Liverpool clairement maîtrise son sujet.
Et puis au sortir de la seconde mi-temps, United commence à avoir des opportunités. 15-20 minutes de temps fort de United. De Martial qui passe au-dessus. Pereira, si je serais du 44, il y aurait eu but. Exactement. Je vois souvent ça dans les matchs de Liverpool, pas que contre United en fait. Sur tous leurs matchs de Première Ligue, voilà, on dirait que ça se joue limite des fois à un fil. C'est le club qui a inscrit le plus de buts en Première Ligue dans le dernier quart d'heure. Exactement. Voilà. Exactement. Quand il y a ces statistiques, ça montre que le club ne lâche rien jusqu'au bout. Et en plus, cette année, il y a un partage des pouvoirs incroyable. Quand ça marche pas pour Salah, c'est Firmino. Quand c'est pas Firmino, c'est Mané. Quand c'est pas Mané, il y a Henderson maintenant qui met des buts. Ça veut rien dire. Salut Henderson, Réat si tu me regardes, le capitaine de Liverpool, le vaillant Henderson. Et Van Dijk qui est également l'atout fort de ce club qui permet vraiment de pérenniser. Alisson Becker, si je puis. Alisson Becker, bien sûr. Quel gardien. Samba d'or cette année, Becker. Meilleur gardien du monde avec Ter Stegen. Pour dire à nos auditeurs, le Samba d'or, c'est le meilleur joueur brésilien de l'année. D'accord. Voilà. Okay. Il a été élu Samba d'or fin 2019. C'est rare qu'un gardien brésilien donne un gardien. Cette distinction. Exactement. Je ne sais même pas si Tafara l'a déjà eu. Je sais même pas. Et Dida encore moins. Ouais. Dida, c'est le Milan AC. C'est ça. Surtout. Non, mais Liverpool, c'est... Là, maintenant, en fait, l'objectif, ça va être égaliser le record des invincibles d'Arsenal, du cher Mohamed. Comme je t'ai dit, c'est Arsenal qui va mettre fin à cette série. C'est écrit. C'est quand le Arsenal Liverpool? J'ai plus la date exacte en tête, je vais te la rechercher. C'est à l'Emirates. C'est écrit. Ils vont venir, ils vont se casser les dents, on va mettre un but de Raffo. Les annonces de Momo, on sait comment ça finit. Et il y a une statistique également où Liverpool peut dépasser le nombre de matchs gagnés par Arsenal consécutifs, et c'est contre Manchester City. Donc si Liverpool gagne tous ses matchs jusqu'à Manchester City, il me semble que c'est fin février, début mars, le match couperait, ça sera le match donc contre City à l'Etihad, et si Liverpool gagne ce match, il deviendra le club anglais qui a enchaîné le plus de victoires consécutives. Donc, il y a beaucoup là, voilà, il y a Arsenal, il y a beaucoup de records à aller chercher, et il y a surtout beaucoup de grosses têtes encore à affronter. Parce que Arsenal, ils vont avoir les dents longues déjà par rapport à leur histoire des Invincibles, et par rapport aussi au match aller où c'était la déroute totale. Comme d'hab, Anfield depuis. Manchester City, les amis, il ne faut pas oublier. Moi, je trouve que Manchester City a eu plus de mal à Anfield qu'Arsenal. City, c'était la débâcle, en 30 minutes, le match était déjà bouclé. Donc à l'Etihad également, ils vont avoir les dents longues. Il y a beaucoup de clubs où il va avoir l'envie, parce que le championnat est terminé, l'envie surtout de contrecarrer cette forme de Liverpool qui est hors du commun. Mais comme tu as dit, là, c'est du jamais vu dans les grands championnats. C'est jamais vu. C'est incroyable. On va continuer le bilan mi-saison. Tu avais envie de faire un focus sur Sheffield United, solidement placé dans le top 10, promu également, et qui fait du bon taf. Et qui n'a pas ou très peu recruté, qui a recruté intelligemment. Et Sheffield, les amis, par exemple, a moins de défaites en championnat que Manchester United, que Tottenham, que Chelsea. Chelsea sont à 8 défaites, j'ai halluciné. 7 petites défaites pour Sheffield et 2 défaites à peine de plus qu'un certain Manchester City. Donc on ne met pas en lumière assez ce club de Sheffield, qui est également un club historique du football anglais, pas de Première Ligue, parce que depuis les années 90 et donc la réforme de la Première Ligue en 92, Sheffield s'est jamais installé dans la durée de la Première Ligue. C'est un club historique du football anglais. Et cette saison, pour un promu, est tout simplement intéressante. Il faut même peut-être finir européen. C'est ça qui est dingue. Et avec beaucoup de jeunes, avec une équipe pratiquement à 70% britannique, où des fois on reproche que la Première Ligue, c'est l'internationalisation, etc. Des joueurs britanniques, anglais, gallois ou écossais, ou nord-irlandais. Et moi en plus je suis très particulièrement cette équipe de Sheffield parce que leur gardien, Dean Anderson, est un gardien formé à Manchester United et prêté par Manchester United. C'est le gardien des U21 de la sélection anglaise. On annonce que peut-être ça sera le 3e gardien de la sélection anglaise pour l'Euro, pour apprendre un petit peu et être, on va dire, dans le sillon pour l'avenir.
Et ce gardien, Henderson, vraiment, est le gardien qui arrête le plus de pénaltys en première ligue. On avait mis la stat sur c'est ça. Et il est vraiment le symbole de ce club qui fait confiance aux jeunes, qui fait confiance aux Anglais, aux Britanniques, et qui avance avec des moyens certes limités, mais avec beaucoup d'envie, où Sheffield par exemple a énormément fait de mal, a énormément inquiété Manchester City lors du Boxing Day, où ils se sont fait voler sur un but qui était totalement valable avec ce scandale du VAR. Et Sheffield, donc, là, à 80% est maintenu, à part catastrophe là, sur les 3 prochains mois. Et maintenant, l'objectif, ça va être comme Wolverhampton, de peut-être gratter une place européenne pour attirer sur le marché l'été, et voilà, de compléter cet effectif avec des joueurs de qualité. Gros chapeau bas pour Sheffield que je voulais mettre en lumière, parce que voilà, quand je suis à Lyon et que je fais les chroniques au téléphone, des fois c'est un peu plus compliqué, il y a tellement déjà de gros clubs qu'on ne peut pas parler de Sheffield. Et là, c'est la bonne occasion de parler de Sheffield United, d'un certain Lys Mousset également, qui joue là-bas, un joueur français qui performe bien. Après, il était à Bournemouth, je crois. Oui. Et il avait du mal un petit peu, et là, voilà. C'est du côté de Sheffield. Exactement. Wolverhampton, rapidement, Yacine. Wolverhampton, moi j'avais une question à te poser directement. Alors, on voit la saison qu'ils sont en train de faire, ils avaient fait déjà une bonne saison l'année dernière. Est-ce que, vu leur dynamique et vu ce qu'ils sont en train de nous montrer, il ne faut pas oublier qu'ils sont en lice aussi pour la Ligue Europe. Oui. Ils sont en 16e de finale. Oui. Est-ce que l'année prochaine, ils peuvent essayer de gratter un top 4? Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Nuno Espirito Santo a été considéré comme fou quand il a essayé de faire comprendre cela en conférence de presse. L'objectif, tout simplement, c'est d'être dans les clubs prêts à batailler pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et c'est totalement logique. Ils ont été promus l'année dernière, ils ont fait une saison plus que satisfaisante. Rappelle-toi, lors des bilans en fin de saison, j'ai mis en lumière et Nuno Espirito Santo et le club de Wolverhampton. C'est incroyable ce qu'ils font. C'est incroyable. C'est un club vraiment qui réfléchit, qui recrute malin, qui, après un très bon réseau grâce à Jorge Mendes, parce qu'il faut dire, le président du club, c'est Jorge Mendes. Président officieux de Wolverhampton et Jorge Mendes. Quand on voit la colonie portugaise déjà dans l'équipe, c'est ça. Il dresse en fait tout son réseau pour Wolverhampton. Voilà, il y a certains circuits préférentiels entre Jorge Mendes et Wolverhampton. Et cette confiance, c'est pas un club dépotoir où on met des joueurs en fin de carrière ou en plein doute sur leur capacité footballistique. Non, ce sont des joueurs de qualité. Rui Patricio, faut pas l'oublier, a gagné l'Euro, gardien de la sélection portugaise. Il y a un joueur qu'on oublie souvent en première ligue, mais Raúl Jiménez, l'international mexicain, est un attaquant de très forte qualité. Ajouter à ça également Adama Traoré, Monsieur Musclor, qui est là et qui montre qu'il n'est pas qu'un joueur rempli de muscles, mais un joueur également avec un bagage technique très intéressant. On met tout cela à un vieux briscard comme Raúl Moutinho qui a accepté ce dernier pari à Wolverhampton et un entraîneur de qualité qui pour moi peut-être doit mériter une distinction à la fin de cette saison s'il finit bien cette saison-là, que ce soit en Première Ligue et en Europa League. Franchement, grand respect à cette équipe de Wolverhampton qui tout simplement est surprenante parce que la restructuration de l'effectif en 2 ans a changé du tout au tout. Et ce changement a été fait intelligemment, donc bravo à eux. Ouais, Momo sur Wolverhampton. Ouais, chapeau, c'est un petit peu résumé le tout. C'est vraiment une équipe qui depuis 2 ans est plus que surprenante au sein de ce championnat anglais. C'est notamment leur historique face au Big Six. Ils tiennent toujours la dragée haute aux équipes du Big Six. Quand tu sais que tu vas à Molineux, tu sais que tu vas pas t'amuser. C'est pas une partie de plaisir là-bas. Ouais. T'es pas assuré d'aller là-bas et gagner 3 points. Donc il y a des fois, ils ont pris des roustes, notamment face à Tottenham l'année dernière, où ils sont totalement passés à travers de leur rencontre. Mais rares sont les grosses oppositions où Wolverhampton passe à travers. Elles sont extrêmement rares. Et voilà, comme l'a souligné Yacine, il y a énormément de qualité sur le front offensif du côté de Wolverhampton. Donc ouais, d'ici 2-3 ans, si il y a une certaine continuité, une certaine régularité qui s'installe au sein de cet effectif, chose qui semble être le cas, il faudra compter sur un nouveau prétendant au Leicester Bis. Leicester Bis ou carrément un nouveau membre. Là, on appelle le Big Six, il y aura peut-être un Big Seven dans les 2-3 années à venir avec Wolverhampton qui s'intégrerait, qui se grefferait à l'instar de Tottenham depuis 4-5 ans maintenant,
à l'intérieur du Big Six, tout simplement. Ouais. En tout cas, c'est une équipe qu'on va suivre assidûment dans le Bisport. Alors, Ancelotti à Everton. Ancelotti, voilà, on a été un peu surpris quand il a signé à Everton. Oui, à Everton, oui, on a été vraiment très 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 surpris. Il est là pourquoi, clairement, Yacine à Everton? Est-ce qu'il est là dans un projet vraiment à long terme pour développer le club? Ou bon, il est allé là parce que c'était la seule offre qu'il avait et que c'est un choix par défaut? C'est un poste à moyen terme. Ouais. Everton a été un club qui a vendu beaucoup de rêves ces 3-4 dernières années sur le plan du recrutement, sur le plan de l'effectif, et qui a énormément déçu sur l'investissement, sur les montants également. Rappelez-vous Sigurdsson, 42 millions d'euros par exemple, pour vous dire ce joueur, et il y en a plein d'autres. Et Everton a tout le temps déçu en championnat. Terminé très très loin. Dès le mois de novembre, on savait que ça y est, la saison n'allait pas être intéressante sur le plan sportif. Donc Ancelotti est venu pour pérenniser sur le moyen terme, sur les 2-3 prochaines saisons, l'effectif d'Everton dans le chapeau haut de la première ligue. Quand je dis chapeau haut, je ne parle pas encore de Big Six, mais au moins entre la 7e et la 9e place, mais sur le plan durable. Pas d'être une année 7e et l'autre année 14e et de jouer le maintien et après de faire des panic buys et après d'avoir des effectifs à 35 joueurs. Parce que Everton est le club qui a, depuis on va dire 5-6 ans, l'effectif le plus fourni de première ligue à chaque fois. C'est le Monaco de la première ligue. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, après, il fait un peu plus gris quand même à Everton qu'à Monaco, le quartier de Liverpool. Mais tout ça pour dire, les amis, que voilà, Ancelotti est venu. Moi, ça m'a énormément surpris qu'il soit venu à Everton. Et après, voilà, c'est un choix où il ne faut pas oublier que c'est un club qui a énormément de moyens. Il ne faut pas le regarder d'un prisme français en disant « Ah, voilà, il y a 6 ou 7 clubs et les autres n'ont pas de moyens. » Non, Everton n'a rien à envier, hormis le Paris Saint-Germain, rien à envier à aucun autre club de Ligue 1. Et bon nombre également de clubs en Liga, hors Barça Real, et de clubs de Bundesliga, hors le Bayern. Par exemple, quand on voit les revenus du Borussia Dortmund et les revenus d'Everton, à quelques millions près, donc millions près, quand je dis millions près, c'est vraiment dans la vision de football, quoi. Ça se vaut. Ça se vaut. En plus, Everton, rappelons également, dans la continuité de Sheffield, d'Aston Villa, c'est un historique de Première Ligue et du championnat anglais, qui a gagné 9 fois le championnat anglais. Je ne savais même pas qu'ils avaient gagné autant de Première Ligue. Ah oui, 9 fois. 9 fois le championnat d'Angleterre. Et voilà, c'est un club maintenant qui doit tout simplement confirmer, parce que là, Liverpool, à côté, c'est l'autre club de la ville, remarche, ça y est, sur la Mersey. Ils ont l'air un peu bête à côté. C'est ça, donc après maintenant, avec l'arrivée d'Ancelotti, ça donne un peu de poids, ça donne un peu de légitimité, et il passe un peu moins comme le club un peu secondaire de la ville. Donc on va voir à partir de la saison prochaine. On va voir déjà le recrutement de cet été, comment il va organiser cela. Et lui, il compte vraiment faire son club sur le moyen long terme autour de Moïse Kean, qui a été le recrutement vraiment très très important de l'été dernier à la Juve. Et italien, comme Ancelotti. Ancelotti vraiment envie de le mettre en lumière et envie de construire un petit peu une équipe autour de lui. Il a du mal un petit peu. Là. Un peu de mal, vraiment, qui a un peu, vraiment même beaucoup de mal sur l'adaptation de la première ligue. Après, les jeunes. Oublions pas que c'est même pas sa deuxième saison professionnelle, parce que même à la Juventus de Turin, il a très très peu joué. Donc faut voir sur la durée, mais moi j'ai une certaine confiance en Ancelotti. Moi il m'a rarement déçu, c'est l'un des entraîneurs que j'aime le plus depuis que je suis petit. C'est un des entraîneurs que je respecte le plus. Donc à voir. À voir. Momo, sur Ancelotti à Everton. C'est vrai que c'est un choix qui paraissait au regard surprenant de prime abord. Après, lorsqu'on creuse un petit peu les dessous de l'arrivée d'Ancelotti, comme Yacine a évoqué, ça peut permettre à Everton de retrouver un petit peu de splendeur, un petit peu de légitimité au sein de ce championnat anglais. Ancelotti, on sait qu'il a une aura, donc pour attirer des joueurs, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile pour un Ancelotti de prendre son téléphone et de passer un coup de fil à un tel ou un tel
et l'a tiré dans ses filets avec Ferguson. Duncan Ferguson, moi, ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est tous ces éléments-là qui, mis bout à bout, bon, peuvent faire que Everton, après, il va falloir qu'ils soient également très très intelligents dans leur stratégie de recrutement, parce que recruter à l'emporte-pièce, n'importe comment, ça, il faut arrêter. Ça, il va falloir qu'ils fassent déjà une bonne lessive au sein de cet effectif, parce qu'il y a trop de joueurs qui ne sont d'une utilité, d'aucune utilité pour Everton. T'as des noms, on rigole un peu. T'as des Theo Walcott, t'as des Bernard, il fait un match sur 5. Sur le front de l'attaque, t'as des Iwobi, mais bon, Iwobi, on va lui laisser un peu de temps. Est-ce qu'il est nul celui-là? Non, mais t'as énormément de joueurs sur le front offensif et t'as que 4 postes à pourvoir. Everton, un peu dans la stratégie de recrutement, Mohamed là vient de me faire penser avec son intervention, c'est un peu le Tottenham du début des années 2000. Il recrutait à tour de où Tottenham recrutait 11 joueurs, en vendait 9 chaque mercato. Et on voyait que Tottenham, à chaque saison, au début des années 2000, terminait 11e, terminait 8e, se prenait des gifles contre Arsenal, était loin des autres grands clubs de Londres et des autres grands clubs anglais. Everton fait ses erreurs depuis de nombreuses années. Maintenant, à eux de corriger ça, parce que maintenant, avec Ancelotti, ils n'ont plus aucune excuse. S'ils ne réussissent pas avec Ancelotti, il faut dresser un trait. Dépôt de bilan. C'est ça, absolument. Pour terminer cette page anglaise avec toi, Yacine, un mot sur les Frenchies. Pogba, Lloris, Giroud, Mendy, c'est les 4 que tu as ciblés, parce que c'est des joueurs cadres de l'équipe de France, et c'est des joueurs qui sont en difficulté. Pour certains, ils ne jouent pas. Pour d'autres, ils sont blessés ou reviennent de blessures. Bon, en vue de l'Euro, c'est pas bon. On n'en parle pas beaucoup dans les médias français. Oui. Dans les médias français. Pogba, ce qu'il fait avec United là ces derniers temps. Ouais. Une certaine jurisprudence. C'est moyen. C'est moyen. Très très moyen. Ouais. Et en général, là, on ne parle pas, on met pas assez le curseur sur l'équipe de France par rapport à l'Euro 2020. Rappelons quand même que la France est championne du monde en titre, finaliste du dernier Euro, qui partent vraiment favoris de cet Euro, vraiment avec un gros bagage. Mais là, quand on voit les leaders de 2018, Lloris capitaine qui est blessé et qui va faire peut-être un mois peut-être de compétition, 6 semaines au mieux s'il revient le plus tôt possible de compétition avant l'Euro. Faire que 6 semaines. Hein. Il n'est pas déjà revenu, Lloris? Là, il est revenu, mais est-ce qu'il va revenir sur la durée? C'est ça le problème de Lloris maintenant par rapport à son épaule musculaire. Ouais, et c'est pas une blessure facile à gérer, surtout pour un gardien. Et surtout sa première grosse blessure de sa carrière. Ouais. C'est ça, un Benjamin Mendy, on en a parlé tout à l'heure, qui est pour l'instant une énorme déception depuis le Mondial 2018. On dirait qu'il a posé son cerveau sur la table et ça y est, il est champion du monde et maintenant il fait sa carrière en roue libre alors qu'il a à peine la vingtaine. Pogba, c'est une incompréhension totale. Il n'est plus au club. Oh non, 70 minutes depuis le 30 septembre, 70 minutes de jeu. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était il y a 3-4 jours. Il mangeait avec un acteur italien, je crois, ou espagnol. Il mangeait du tofu. Il snap ça il met ça sur Instagram. On dirait qu'il est plus connecté avec la saison Manchester United. Lui, il Manchester United et il y a lui. Quoi. Il fait sa petite vie. Absolument. Ça, quand on rajoute après également d'autres. Il y a qui comme autre joueur? Giroud. Giroud, les amis. Finalement, qui va rester à Chelsea. Giroud qui va rester à Chelsea. Et Giroud qui va rester à Chelsea et qui va rester sur le banc à Chelsea. Il va pas jouer, hein, Giroud qui sera dans la liste des 23 de Didier. Mais il y sera. Ah oui. Titulaire, je sais pas, mais il y sera. Ah oui. Il sera dans la liste. C'est sûr et certain. Ah ouais. Franchement, qu'il continue et qu'il ne joue pas à Chelsea, il va venir faire ses quelques matchs en équipe de France, il aura un bon rendement. Ça suffira. Il va faire les fenêtres internationales. Ça suffira amplement à Deschamps pour l'incorporer dans sa liste finale en vue de l'Euro 2020. Et moi, j'ai bien peur que tout cela ajouté, on arrive à une Allemagne 2018 pour la France en 2020. Ah oui. Ah oui. Ah moi, je le sens. Hein. Poule très compliqué déjà excusez-moi de te couper, poule très compliqué avec l'Allemagne, le Portugal, donc et l'Allemagne accueille tous les matchs à domicile, hein. Ouais, exactement. De cette poule, hein. Exactement. Les 2 derniers vainqueurs de compétition internationale, Portugal 2016, Allemagne 2014, avant l'équipe de France, et tu as le vainqueur d'un barrage pour le 4e, mais la poule elle est pas simple. Hein. Et premier match contre l'Allemagne en Allemagne.
bah, au moins tu démarres fort. Là, tu n'as pas le temps de. Parce que généralement, les équipes de France, tu vois, ça monte en puissance. Ça monte en puissance, ouais. Mais là, là, tu n'as pas le temps. Hein, de monter et vu en que ça, normalement, l'équipe de France peine en phase de poule, avec cet effectif-là et autant de points d'interrogation sur les leaders, parce qu'après, on peut exporter aussi en dehors de la première ligue. Hein. Dembélé, Umtiti, beaucoup de points d'interrogation, et bizarrement, on n'en parle pas assez dans la presse française. Bah, et au mois de juin, ça va être l'alarmisme. Même un Kanté du côté de Chelsea qui ne survole pas cette saison. La glissade face à Martinelli, la glissade qui coûte aujourd'hui, qui a coûté 2 points à Chelsea. Exactement. Bon, cette équipe de France qu'on aura l'occasion de suivre, et on va en parler notamment pour la prochaine fenêtre internationale qui sera au mois de mars. Un match au Stade de France face à l'Ukraine. Tu y seras peut-être. Peut-être. Il y aura un petit live si je suis au Stade de France. On va vous confirmer tout ça. Pour terminer cette émission, les gars, on va faire rapidement un point sur l'actualité foot français avec tout d'abord les affiches des quarts de finale de Coupe de France. Marseille qui va accueillir Lyon, donc Rudy Garcia de retour au Vélodrome une nouvelle fois. Je pense qu'il va être accueilli de la même manière que lors du match aller en Ligue 1, c'est-à-dire pas très bien. Dijon qui accueille le Paris Saint-Germain, Belfort qui accueille Rennes, et Épinal qui accueille Saint-Etienne. Voilà pour les affiches des quarts de finale de Coupe de France. En Ligue 1, Marseille qui va affronter Bordeaux. Est-ce que Marseille va enfin battre Bordeaux à Bordeaux? 40 ans, je crois. Ouais, plus de 40 ans 43 ans d'invincibilité pour les Bordelais à domicile face à l'OM. On verra. En tout cas, dans les pronostics, il y en a beaucoup qui ont pronostiqué la victoire de l'OM, dont moi. Je n'en fais pas partie. De toi, Riyad et Ghislain, un partout. Autant je ne vois pas Marseille perdre, mais je ne les vois pas perdre Marseille, mais je ne les vois pas gagner non plus. Ouais. Qui est en tête pour l'instant, Sardine, dans les... Il est en face de toi. Ah. 33 points en tête, mais l'avance commence à... La meute commence à revenir. Ouais, la meute commence à revenir. Salim et Riyad sont à 31 points. Il est temps de remettre le bleu de chauffe. Ouais. Là, il faut que et Isma, sa déception, c'est comme Lille. Non, Isma, ça fait 2 ans il ne joue pas parce qu'il boude. Voilà. Parce que là, il y a une journée où il a pronostiqué en retard, on lui a dit bah non, et puis là, il a pas le summum, lui, c'était à la CAN. Il a commencé la CAN pour l'arrêter. Oui, c'est vrai, je m'arrête après les phases de poule. Ce qui était en tête, il a dit je m'arrête là et je me casse. Isma, qui se autoproclame vainqueur du pronostic de la CAN, phase de poule. Phase de poule. Ouais, ce qui n'a aucun sens. Ce qui n'a aucun sens, on est d'accord. On salue Ismaël en plus, je sais qu'il nous regarde. Du côté du Paris Saint-Germain, finalement Cavani qui reste. Voilà, ça a été le feuilleton tout cet hiver, mais finalement il reste au Paris Saint-Germain. Donc il part gratuitement. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain va partir gratuitement cet été. 198 buts. Ouais. Intéressant comme stratégie, c'est pas mal. Ouais, c'est ironique. Bah, oui, c'est très ironique. Je comprends pas. Ouais. Comment le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, du Paris Saint-Germain récent, peut partir gratuitement. Au moins une fin honorable où on évite la saison de trop, on le vend à un prix fort l'année dernière. Ouais. Surtout à l'Atlético Madrid qui le voulait déjà. Ouais. Exactement. C'est vrai. Bon, bah ce sera pour l'été prochain, pourquoi pas du côté de l'Atlético Madrid. En Europe, je vais faire réagir sur des infos mercato avec Carrasco qui revient à l'Atlético Madrid en prêt, lui qui était 2 ans en Chine, et puis là, il s'est dit bon, j'ai pris assez d'argent, maintenant pas mal. On passe aux choses sérieuses. Il a mis la mer à l'abri, c'est ça? Exactement. La villa, tout ça, et maintenant il est de retour à l'Atlético Madrid. Joueur que j'appréciais beaucoup à Monaco, puis qui s'est perdu. Ouais. Très choix de carrière. Perdu, il avait une place, rappelons, en sélection belge. Mais il y était là, encore en 2018, il était titulaire, piston sur son Twitter. Surtout, mais il était à la Coupe du Monde. Et bizarrement, choix comme Witsel, qui est une énigme du football pour moi, Witsel, où il pouvait devenir vraiment intrinsèquement l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il avait toutes les qualités pour. Et Zénith Saint-Pétersbourg. Voilà. Il s'est complètement perdu. Lui, il ne s'est pas caché, que c'était pour des raisons financières. Lui, il ne s'est vraiment pas caché. Il a dit clairement que ses choix de carrière étaient orientés par rapport à l'aspect financier, chose qui est tout à fait respectable. Mais voilà. En tout cas, Witsel, d'ailleurs, qu'on retrouvera du côté de Dortmund face au Paris Saint-Germain. Ouais. Un joueur qui a signé à Dortmund, Emre Can,
Voilà, lui qui était en difficulté à la Juve, qui n'était même pas inscrit dans la liste pour la Ligue des Champions. On va également peut-être le retrouver face au Paris Saint-Germain. C'est vrai. Emre Can. Et aussi qui est un joueur qui était pas mal à Liverpool. Très bon joueur. Très bon joueur. Dans les premières années club, c'est vrai qu'il était pas mal. Sous Brendan Rodgers, la transition Brendan Rodgers club, c'est vrai qu'il était pas mal au milieu de terrain. Oui. Un ciseau acrobatique incroyable, je me rappelle. Oui, face à Watford. Quand tu faisais la comparaison avec Anderson, tu voyais à l'époque, Can était quand même au-dessus d'Anderson. Aujourd'hui, les courbes se sont littéralement inversées. Emre Can a un peu une carrière comme Khedira. C'est très très prometteur comme Khedira au Real Madrid. Puis après, c'est tassé. Sur les blessures, c'est les blessures en fait. Des mauvaises récupérations et une perte de rythme. Je pense que c'est des joueurs en fait qui ont dû beaucoup miser sur leur densité physique. Exactement. Et quand ils l'ont perdu avec une blessure, et tout simplement ils n'ont jamais revenir à ton niveau. Voilà, Paco Alcácer qui signe du côté de Villarreal, un départ du côté de Dortmund. Alors là, 25 millions surtout, comme je disais en off, 25 millions de Villarreal peut sortir 25 millions. Ouais, déjà. Surprenant. Et un joueur quand même, Alcácer, quoi. C'est un bon joueur. Enfin, il a montré des choses à Dortmund. Qu'il aille à Villarreal dans un club qui ne joue, je sais pas, il joue quoi, Villarreal, il joue même pas l'Europe. Lyon aurait dû recruter, Marseille aurait dû se renseigner. Bon, c'est pas dans les budgets. Après, pour 25. Pour Marseille. Ouais, voilà. Lyon c'est dans le budget. Ouais. C'est même après, plus que dans le budget. déjà Moussa Dembélé. Après, quid de Moussa Dembélé? Qu'est-ce qu'ils vont en faire à la fin de la saison? Il va aller en Angleterre. Manchester est très se renseigne beaucoup dessus. Et Chelsea également, avec donc un départ inéluctable de Giroud cet été. Et Frank Lampard l'apprécie beaucoup. Et aimerait l'associer avec Tommy Abraham. Très bien, affaire à suivre. Pour finir l'émission Momo, tennis, on connaît l'affiche des deux finales. Dominic Thiem face à Djokovic. D'ailleurs, avant de te donner la parole, j'en ai parlé à Yacine en off. Je ne sais pas si tu es tombé dessus. Sur le compte Twitter de David Alaba. T'en as parlé tout à l'heure. Ah, j'en ai parlé tout à l'heure. T'en as parlé lorsqu'on faisait allusion au Bayern Munich, à Alaba. J'en ai parlé tout à l'heure. Tu radotes, Emas, tu radotes. Je radote. Je pensais que je me l'ai dit en fait, mais non, je l'ai dit à l'antenne. J'ai complètement oublié. En bref, pour ceux qui n'étaient pas là, je la réexplique. Non, en gros, Thiago Alcantara a mis en dessous, voilà, tu regardes pas de match de tennis et d'un coup, tu te sens patriote. Avec la qualification de Dominic Thiem en finale de l'Open d'Australie, finale donc Djokovic-Thiem. Ce sera une très grosse finale, une grosse mise en bouche pour démarrer cette saison avec le king des lieux, Novak Djokovic, 7 fois déjà titré en Australie. Il n'a jamais perdu en finale en Australie. Donc ça vous donne l'immensité du défi qui se propose aujourd'hui à Dominic Thiem, qui jusqu'à présent va disputer sa troisième finale en Grand Chelem après deux finales perdues consécutivement face à Rafael Nadal en 2018 et en 2019. Sa troisième tentative, troisième opportunité face à Novak Djokovic, qui est sur son terrain de jeu favori en Australie. Honnêtement, je ne donne aucune chance à Dominic Thiem en finale, malgré tout ce qui est le parcours qui a été le sien au cours de cette Australian Open. Mais Djokovic, lorsqu'il est en finale en Australie, il est réglé tel un prédateur, c'est un killer. Ouais. Il ne laissera absolument rien passer. Absolument rien passer. Il prendra la balle extrêmement tôt pour rester à l'intérieur du court et dicter les choses. Telle sera la stratégie de Djokovic dimanche en finale face à Thiem. Il va le mettre sur la couloir et à la longue, ce sera un match serré, mais Djokovic aura le dernier mot, à mon sens, au cours de cette finale. Djokovic, déjà, il voudra rendre hommage à Kobe Bryant, qui a été un mentor dans la carrière de Djokovic, en lui prodiguant pas mal de conseils. Il a emporté de mire Federer et Nadal, les records à battre encore. Devenir le recordman absolu de sacre en Australie, et qu'il est déjà, il veut encore rehausser ce record. Tous les voyants sont au vert, il est invaincu depuis le début de la saison également, faut-il le signaler. Donc Thiem n'a aucune chance. Non, là, ce sera une finale disputée. Ouais. Mais et après aussi, il y a un point qu'il ne faut pas occulter. Thiem en finale, les deux finales face à Nadal, il y avait de l'adversité, mais lorsque on rentrait dans le money time,
sur 2-3 points, tu sentais que Thiem, il n'avait pas encore l'expérience des grands rendez-vous qui font la diff. Il faut sauter le pas. Il est jeune, mais bon, il faut qu'il saute le pas. Il faut sauter le pas. Je te dis pas qu'il ne le fera pas un jour. Mais là, à l'instant T, dimanche, face à Novak Djokovic, ça me paraît compromis pour lui. Et l'autre affiche du côté des femmes, bon, de toute façon, il y a des... Là, en fait, à chaque grand chelem, il y a une affiche différente, c'est incroyable. Pourtant, ouais, Muguruza face à Kenin, qui ont éliminé Barty et Alep, qui étaient les deux meilleures joueuses du circuit ces derniers mois. Ça suit la lignée de ce qu'on disait la semaine dernière. Ouais. On va pas s'étendre pendant des plombes là-dessus. Il y aura peut-être une nouvelle vainqueur en Grand Chelem avec Sarah Kenin ou Muguruza qui ressurgira de nulle part. Elle est au fond du sac. Hein. Après son titre à Roland Garros, on l'avait plus. C'était le déclin total. Et là, elle réapparaît. Elle est sous de bons auspices. Elle est bien lunée. Alors que nos Françaises ne font absolument rien. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Andy Murray? Andy Murray. Non. Il devait prendre sa retraite, mais finalement l'opération à la hanche s'est bien déroulée. Ouais. Et donc là, il a fait l'impasse sur la tournée australienne pour retrouver une condition physique, parce que c'est vraiment ce qui lui manquait. Ouais. Et se retaper une caisse et revenir pour les environs du mois de mars pour la tournée. Pour Roland Garros, c'est surtout en point de mire ce qu'il a, c'est Wimbledon et surtout les Jeux Olympiques, dont il est double tenant du titre. C'est ça, c'est pour ça. Ouais. Et il est double champion olympique. 2012 et 2016, c'est Andy Murray. Je me rappelle, ouais. Federer ne l'a jamais remporté, Djokovic ne l'a jamais remporté. Bon, je pense qu'il va pas garder son titre, honnêtement. Je connais rien au tennis, mais Andy Murray. C'est ton jamais, si tu te concentres, c'est l'objectif d'une saison. C'est un tournoi d'une semaine. Il avance pas, ça fait 2 ans. C'est les blessures qui l'ont clairement réfréné. Oui, sinon, c'est sûr. Andy Murray, c'est Big Four. Oui, c'est clair. Mais les blessures sont passées par là. Elles sont passées par là. Mais on verra. Ne présumons de rien. Oui, ce sera au Japon. Au Japon, à Tokyo. Très bien. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toi, Yacine, vraiment, de t'être déplacé jusqu'ici. Tu es lyonnais, pour être précis, pour nos auditeurs. Donc, merci beaucoup encore. Un plaisir de t'avoir autour de la table. D'ailleurs, on aimerait plus faire des missions avec toi en physique qu'au téléphone. Avec plaisir. Mais voilà, donc n'hésite pas à revenir. Dans la saison, promis. Ça marche. Je veux voir Riyad. Ouais, Riyad, je veux te voir. Arrête de fuir Paris quand je viens. Viens lundi. 2e fois, là. Viens lundi, il sera là. Non, mais j'ai l'impression c'est un peu... moi, Riyad, c'est un peu Bouba Damso. Voilà, je suis là, il est pas là. Qui est Bouba, qui est Damso? Je suis Bouba. D'accord. Celui qui attaque. C'est ça. Je lance des carrés. Exactement. Bien évidemment, n'hésitez pas à suivre ces pages Manchester United France et 100% Free Kick Football Anglais. Voilà, ces 2 pages qui sont sur Facebook. On mettra les liens, bien sûr, en commentaire. Merci, et puis, voilà, merci à toi, Yacine. Merci à toi, Momo, également. Et puis, quant à nous, on se retrouve dès lundi, peut-être dans un nouveau studio. Ce ne sera pas celui-là. Suspense, vous verrez ça lundi. Et s'il y a nouveau studio, je veux une chemise. Pour l'ensemble des chroniqueurs et de l'animateur. Très bien ça, très bien. Je ne sais pas qui fait l'émission lundi. Bon, je serai là, mais je ne sais pas qui va m'accompagner. Je crois qu'il y aura Ibrahim et Riyad. Tout le monde en chemise. Je veux voir Riyad en chemise. Voilà, donc je lui dis Riyad en chemise. C'est énorme ça. C'est très bonne idée. Ah oui. Très bonne idée. Riyad, si tu nous regardes, pète la chemise. Je sais que Ibrahim, ça va pas le truc, mais Riyad en chemise, je veux voir ça. Je veux voir ça. Merci Yacine pour l'idée. Et puis voilà, on vous souhaite un excellent week-end, une excellente soirée. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition du Bisport, toujours en direct sur notre page Facebook, le Bisport et MNG Radio. Bonne soirée. Ciao. Salut à tous.